provisoire, le projet ACES impacte véritablement le secteur de l'éducation à Parakou. En témoigne la réception provisoire d'un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique Madina, un don estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Les détails dans un instant. Découverte macabre ce vendredi matin au quartier Titirou 2 dans le premier arrondissement de Parakou. Un homme a été retrouvé mort dans sa chambre. Que s'est-il réellement passé? Restez des nôtres pour le savoir. Et puis c'est l'une des mesures fortes prises le mercredi dernier en Conseil des ministres. Après près de 4 mois de suspension, le gouvernement a autorisé l'exportation des produits vivriers. Pour se justifier, l'exécutif met en avant la disponibilité des premières récoltes qui viennent stabiliser la hausse du prix constatée entre-temps. Vous aurez plus de détails dans un instant. Voilà pour le sommaire. Vous aurez droit également à d'autres informations au plan national, au plan local également, les informations sportives, les infos sur le continent. Voilà pour tout ce qui vous attend. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous préférer. Le projet ACES entendait projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux impacte véritablement le secteur de l'éducation à Parakou. En témoigne la réception provisoire d'un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique Madina. Ce don estimé à plus de 20 millions de francs CFA, toutes tasses comprises. La cérémonie de réception du module a eu lieu ce vendredi 8 octobre en présence des associations de développement du quartier Madina, les animatrices du développement communautaire et bien d'autres. Moussiliou Boukari est le point focal ACES à la mairie de Parakou. Il n'y a pas plus tard que lundi, on était ici à Dakar. Nous avons eu à énumérer quelques insuffisances. Dieu merci, toutes ces insuffisances-là ont été corrigées. Je crois que je suis déjà à ma 3e réception provisoire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et tous les joyaux qui ont été réalisés ont vraiment reflété une très bonne image. Comme l'a dit le technicien, si les normes techniques sont respectées, le bâtiment reflète toujours. Le projet ACES qui s'appelle PSDCC était financé sous forme de crédit, c'était un prêt. Mais l'utilisation judicieuse, rationnelle et efficiente des fonds a fait qu'aujourd'hui, le projet ACES qui a succédé est devenu une subvention. C'est pratiquement un don. C'est un module de salle de classe qui répond aux normes exigées et aux commodités, telles comme le précise ici le consultant génie civil du Borgou, Brice Sourou Agani. En termes de consistance de l'infrastructure que nous voulons réceptionner ici, nous avons 3 salles de classe. C'est un module de 3 salles de classe simple qui a bénéficié de la main d'œuvre du contrôleur et aussi en matière d'exécution, l'entreprise au cœur du goût nous a permis d'avoir ce joyau. Donc c'est l'entreprise au cœur du goût qui a réalisé l'infrastructure pour le projet ACES et en même temps dans la commune de Parakou. Le coût de l'ouvrage, lorsque nous allons visiter, nous allons voir tout ce qui compose l'ouvrage. Déjà, comme je le disais, le montant que l'entreprise a à sa charge pour réaliser l'infrastructure s'élève à 20 117 295 francs CFA. La consistance même de l'infrastructure, j'avais parlé de 3 salles de classe simples. En plus de ça, il y a l'éclairage qui est, qui a été réalisé vu que c'est le panneau solaire. On a 2 panneaux solaires qui vont permettre à ce que nos enfants puissent travailler lorsqu'il fait sombre. Donc, chaque salle est munie de lampes éclairées par les panneaux solaires. C'est un ouf de soulagement pour les responsables, parents d'élèves et élèves de l'école primaire publique Madina, ce dont vient soulager et régler le problème de manque de salles de classe. Akambi Epiphane est le représentant justement des responsables de l'école de l'EPP Madina. On l'écoute.
Je dis tantôt que c'est un don qui est un ouf de soulagement pour les responsables, les parents d'élèves et élèves de l'école primaire publique Madina. Un don qui vient soulager et régler le problème de manque de salle de classe. Vous aurez les précisions dans nos prochaines éditions. Les acteurs du système éducatif ont repris le chemin des classes depuis le lundi 20 septembre dernier et pour une année scolaire réussie, tout le monde doit jouer sa partition, notamment les parents d'élèves. Les géniteurs des apprenants ont même un rôle primordial selon Claude Tikou, le coordonnateur départemental des écoles privées du Borgou, appelle les parents à surtout s'assurer que les enfants aient toutes les fournitures. On l'écoute. Nos parents d'élèves, on le veut ou non, ce sont les véritables acteurs. L'éducation commence toujours de la maison avant d'être à l'école. Je voudrais demander aux parents d'élèves de prendre toutes les dispositions pour que les enfants aient les fournitures au complet. Le matériel de travail doit être disponible et pour que l'enfant puisse véritablement suivre le cours en classe, parce que sans le matériel, aucun travail ne pourra être réussi. Donc, les parents sont tenus, parce que l'enfant est le père de l'homme. Et en tant que tel, nous sommes tenus en tant que parents aujourd'hui de les accompagner pour que demain, on puisse être libre. Bon, également, il faut qu'au niveau des uniformes, les parents contrôlent les tenues qu'ils offrent, qu'ils coudent à nos enfants, conformément aux règles, conformément aux valeurs et aux normes. Il faut que nous tenions compte de la couture des tenues. Au-delà des fournitures, il faut aussi un suivi rigoureux à la maison. Ceci en veillant à ce que l'élève apprenne régulièrement ses leçons. Claude Tikou, coordonnateur départemental des écoles privées du Borgou, qu'on écoute. Je voudrais demander aux parents de contrôler les cahiers de leçons. Quand l'enfant arrive à la maison, il faut que les cahiers de cours soient contrôlés. Pour voir si l'enfant recopie régulièrement ses cours et qu'il apprenne également les cours qu'on lui a donnés, les exercices également qu'on donne à l'école. Est-ce qu'il a un suivi à la maison pour traiter ces exercices-là? Il veille également à la sécurité de l'enfant. Les enfants soient véritablement sécurisés et qu'avec ça, le rendu des résultats sera tenu. Toujours éducation, ce n'est un secret pour personne. La plupart des établissements secondaires publics souffrent d'une insuffisance de mobilier scolaire et de personnel enseignant. Conséquence, les horaires réglementaires de cours ne sont plus respectés. Les responsables de ces établissements sont obligés de programmer des séquences de classe au-delà de midi, d'autres à 14 heures. C'est le cas notamment au collège d'enseignement général de Guéma à Parakou, l'un des plus grands collèges du Bénin. Corsi Victor Adjaouké en est le censeur. Il confirme le fait et explique comment l'administration gère la situation. Nous tournons autour de 90 groupes pédagogiques. Nos capacités d'accueil n'ont pas augmenté. Donc juste là, nous tournons avec nos anciens locaux. Ça fait que vraiment, on a chaud pour pouvoir recaser. Vous voyez 90 groupes pédagogiques pour environ 48 salles de classe. On est obligé de coincer tout le monde. Il y a des cours qui démarrent à 14 h. Il y a des cours qui démarrent à 15 h. Il y a des cours... C'est que l'établissement s'ouvre le lundi à 7 h et ça fait le vendredi à 19 h. Les enfants sont obligés de nous comprendre. On ne peut pas faire autrement. Et tant qu'ils sont là, nous aussi, nous sommes là. Quand je viens du lundi à 7 h, ça fait le vendredi à 19 h aussi. Donc, je suis là avec eux. Mais déjà, nous prenons les dispositions pour que les enfants de 6e et 5e ne puissent avoir cours à 7 h et ne puissent sortir aussi à 19 h. Normalement, c'est l'idéal qu'on devait adopter. Malheureusement, nos capacités d'accueil, il faut que nous débordons des fois et nous sommes obligés de les programmer jusqu'à 19 h. Mais nous négocions avec les professeurs pour qu'à 19 h moins 15, par moment, on puisse les laisser partir. Parce qu'il y en a qui viennent de loin. L'autre aspect de la question est l'alternance des cours scientifiques et littéraires. Là encore, l'administration du collège tente, malgré les contraintes, de respecter les dispositions prévues par les textes. C'est ce que nous confie ici Corsi Victor Adjaouké, le censeur du collège d'enseignement général Guéma. On ne peut pas sortir d'un cours de SVT et entrer tout de suite en cours de mathématiques ou de PCT. Donc lorsque nous avons fini un cours de maths ou un cours de PCT, il faut mettre un cours de littérature pour que les enfants soient un peu relax. Parce que si vous devez faire maths, physique en même temps, ouais, le cerveau est trop sollicité. Donc nous faisons en sorte que les cours scientifiques et les cours littéraires puissent s'alterner. Mais il y a des fois où nous sommes coincés parce que pour certaines matières, les professeurs sont tellement par rapport à leur nombre, c'est limité.
Donc on est obligé de faire avec, quand on prend les matières comme philosophie, mathématiques, PCTL, UET, pour les classes du second cycle, surtout les premières CD et terminales CED, les terminales A, 2 et autres là, les projets qui doivent intervenir là, ça ne couvre pas les rues. Donc s'il dit que c'est tel jour il est disponible, vous êtes obligé de faire avec. On savait que nous n'arrivons pas à respecter à 100% ce qui devait être fait. On parle toujours éducation, c'est devenu une tradition au collège d'enseignement général de Baka. À chaque début d'année scolaire, les membres de l'administration tiennent une rencontre avec l'ensemble des vendeuses de mai. Cette année, ils ont tenu une séance dont l'objectif est de partir sur de bonnes bases, des bases précises pour satisfaire au mieux les apprenants pendant la récréation. Biobata Thierry est le directeur du collège d'enseignement général Baka. Il parle du bien fondé de cette rencontre. Nous avons constaté que dans les écoles, le temps c'est de l'argent. Et la législation a prévu un temps pour chaque chose. 1 minute après leur prévu pour quelque chose, c'est que ce n'est plus possible de le faire. Avec les vendeuses, depuis mon arrivée, j'ai constaté que le temps de la récréation étant de 15 minutes, le nombre de vendeuses n'étant pas ce que cela devrait être, les plats n'étant pas en nombre suffisant, le temps ne les suffisait pas. Il fallait les réunir pour gérer d'abord la question dans ce sens-là et les amener à comprendre qu'ils sont des acteurs indispensables aussi bien que l'enseignant dans la salle de classe. Leur présence n'est pas facultative. Quand ils doivent s'absenter, nous devons être courants et elles doivent communiquer entre elles pour que le repas que l'autre doit faire puisse être, je dirais, en quantité suffisante pour permettre à ce que le nom soit couvert. Parce que ce n'est pas toujours compris comme ça. Communique-t-elle? Point d'interrogation. Il fallait les mettre ensemble pour qu'elles essaient de mettre les petits plats dans les grands et savoir comment est-ce que nous allons évoluer. Et cette rencontre entre l'administration du collège et les vendeuses a également permis aux deux parties d'échanger sur la question de la qualité des mets et l'hygiène autour de la préparation. Selon les autorités, la bonne santé des apprenants dépend aussi de la qualité des mets à eux servis, suivant les précisions du directeur du SOGI Baka, Biobata Thierry. Il y a aussi la qualité du mets qu'on va présenter aux apprenants. Pas trop d'huile, pas trop de sel, tous ces aspects-là. On leur apprend ça en classe. Mais pas à eux de faire le contraire. La santé des apprenants là nous intéresse aussi bien que leur éducation. C'est pour cette raison que nous les réunissons chaque début d'année pour leur faire comprendre les impératifs que nous avons, les objectifs que nous avons atteints et ils sont un maillon non moins important. C'est pour cette raison que cette rentrée déjà, après les parents d'élèves, c'est le bureau que je vais réunir et chacun devait savoir comment est-ce que les directives doivent évoluer. On va relancer le comité de contrôle. Le comité est composé de 3 membres. Il y a un professeur, le délégué des élèves, en plus, donc ces 3 membres-là, toujours à l'improviste, viennent et passent en revue tout ce repas-là. Quand ce n'est pas fait comme on le souhaite, on demande à l'intéressé de retourner le repas pour la journée. Comprenez avec moi que personne ne veut voir son repas retourner, puisqu'on n'a averti jamais avant de venir. Tous les jours, on met tous les garde-fous. Autre information dans ce trésor, les 26 œuvres d'art pillées au Bénin par la France au cours de la période coloniale seront de retour d'ici à la fin du mois d'octobre 2021. L'annonce a été faite ce vendredi 8 octobre 2021 par le président français Emmanuel Macron. C'était en marge du sommet Afrique-France qui se déroule actuellement à Montpellier. Fin octobre, les 26 œuvres du trésor d'Abomey reviendront dans leur pays. Elles seront la fierté du Bénin parce que restituer des œuvres d'Afrique, c'est rendre accessible à la jeunesse africaine sa culture. Ces restitutions seront aussi la fierté de la France, a indiqué le chef d'État français. Je l'annonçais en titre, découverte macabre ce vendredi matin au quartier Titirou 2 dans le 1er arrondissement de Parakou. Un homme de 38 ans a été retrouvé mort dans sa chambre. C'est le propriétaire de la maison où il est en location et qui a fait le triste constat avant d'alerter aussitôt le chef du quartier.
Et comme en de pareilles circonstances, la police républicaine et un agent de santé se sont rendus sur les lieux pour le constat d'usage. Ils confirment la thèse d'une mort naturelle puisque l'homme qui vit seul était malade depuis peu. Ibrahima Bachirou est le chef du quartier Titirou et se veut plus précis sur ce drame. Selon le propriétaire de maison qui m'a appelé, il dit qu'il veut me voir, je leur ai dit c'est quoi, il dit c'est urgent. Donc j'ai cessé toute activité, je suis venu le voir pour l'écouter. Il dit que dans sa maison, dans une entrée couchée, il y a un de ses locataires qui est mort. Comment vous savez qu'il est mort? Ils ont dit par les persiennes de la fenêtre et en tant qu'il savait qu'il était malade. Okay. Voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit ok, qu'il est venu demander conseil, ce qu'il faut faire dans ce cas. La première des choses, j'ai appelé d'abord mon chef hiérarchique qui est le CA et après le commissaire central. Et tous ont fait diligence et de façon rapide, la police est arrivée. On a appelé aussi le médecin légiste ou bien les gens de santé qui sont habilités à faire ce genre aussi de constat pour savoir un peu les causes de la mort. Donc, toute la délégation, ils sont arrivés, on s'est pris, nous nous sommes rendus avec le propriétaire sur les lieux. Exactement, la porte était fermée, on a procédé à l'ouverture de la porte par un soudeur, tout le monde était témoin, on a ouvert, effectivement, on l'a retrouvé mort. Occasion pour l'élu local d'appeler les propriétaires de maisons à toujours déclarer leurs locataires. Les locataires qui, eux aussi, doivent éviter de vivre seuls, surtout quand ils ont des problèmes de santé. On écoute le chef du quartier Titirou, Ibrahima Bachirou. Les propriétaires de maisons, avant d'engager un locataire, il faut venir chez un chef quartier. S'ils refusent, ce n'est pas grave. Prenez leur identité d'où ils ont quitté. Soit c'est un témoin, soit c'est un ami ou bien un parent, qu'il soit témoin pour dire ah, telle personne vit dans ma maison. Ce qui ne se fait pas. Heureusement pour nous, il a des amis et tout ça là qui ont reconnu qu'il était malade. Sinon, on serait en train de chercher. Et un cas aussi est venu comme ça, un Togolais. C'est pas facile avant de trouver. Donc, les propriétaires de maisons aussi vont essayer dans ce sens-là. Trouver un témoin, ça peut être un ami ou bien quelqu'un qui le connaît. Après, on ne sait jamais, nous tous nous sommes mortels. Dans ces cas-là, on appelle au moins le témoin ou bien un parent ou bien un ami pour dire oui, je le connais. S'il faut faire un appel à l'endroit, comme ils sont des locataires ou autres là, c'est d'abord la première procédure. Et deuxièmement, signaler leur maladie à leur propriétaire, qui peut de temps en temps veiller sur lui. Nous vivons aussi certains cas, il va profiter de l'occasion pour en dire. Ou les locataires, voisins ne s'entendent pas. Ces cas-là aussi, si ça vient, le voisin, même s'il sait que tu cries, ben tu es malade et que vous ne vous entendez pas, vous voyez déjà non, lui il s'en fout. Hein. Et c'est l'une des mesures fortes prises mercredi dernier en Conseil des ministres. Après près de 4 mois de suspension, le gouvernement a réautorisé l'exportation des produits vivriers. Pour se justifier, l'exécutif met en avant la disponibilité des premières récoltes qui viennent stabiliser la hausse du prix constatée entre-temps. Si cette mesure a de quoi réjouir les exportateurs de ces produits, l'agroéconomiste Jacob Afoudayabi craint que la même situation inflationniste se reproduise dans quelques mois. Suivez les analyses du directeur de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. Et je pense que la nouvelle autorisation d'exportation des produits agricoles, surtout vers le Nigeria, le Niger, le Burkina, à première vue peut paraître une très bonne chose pour les producteurs. Puisque avec cette exportation, les producteurs pourraient mieux vendre leurs produits et gagner plus d'argent. Je dis tout autant, c'est une très bonne chose. Maintenant, sous un autre angle, moi je suppose que les services compétents de l'État ont assez fait des recherches, des études pour mesurer un peu l'impact de ces exportations sur l'économie, surtout sur les prix et l'évolution et leur évolution dans le temps. Donc sinon, on pourrait encore revenir à la situation de l'année dernière, c'est-à-dire en période de soudure, pour que les prix vraiment puissent augmenter et qu'il y ait un malaise social un peu partout. Et pour éviter cette crise conjoncturelle, l'agroéconomiste fait 2 propositions. D'abord, renforcer la capacité des producteurs à mieux maîtriser les techniques de conservation des produits agricoles, mais aussi et surtout mettre en place une structure à l'image de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire ONASA, capable de juguler les prix dans les moments de soudure. On écoute le professeur Jacob Afoudayabi. Pour réellement stabiliser les prix, il faudrait que le gouvernement puisse renforcer la capacité des producteurs à mieux conserver les produits agricoles. Parce qu'on a constaté que
En ce moment, les producteurs maîtrisent très peu et l'appliquent d'ailleurs très peu les techniques donc, de conservation des produits agricoles. Donc il y a lieu donc, de renforcer leurs capacités. Il faut aussi que le système de rentage soit plus développé. C'est ça qui leur permet de mieux conserver les produits et de faire face aux premières dépenses de la campagne suivante. Et qu'au-delà de tout, il faut vraiment que les politiques agricoles, c'est-à-dire le gouvernement, pensent à mettre en place un système qui stabilise les prix, surtout en période de soudure, un peu comme ce que l'ONASA faisait. Même si on a fait disparaître l'ONASA, il faut qu'on trouve un autre mécanisme plus efficace qui permette de stabiliser les prix des produits agricoles, surtout les produits les plus consommés au moment de la soudure, en attendant les nouvelles récoltes. Un reportage focus dans ce 13h, direction le quartier Albarika de Parakou pour parler du marché Tibona qui s'anime à nouveau. Celui d'échanges commerciaux qui est pendant longtemps végété dans une léthargie peut être visité depuis quelques semaines. Pierrette Apovo est allée faire le constat. Voici son reportage. Vraiment, cette reprise, moi particulièrement, elle met à droit au cœur. Elles sont joyeuses de la réanimation de leur marché. Elles, ce sont les femmes revendeuses du marché de Tibona et celles des zones riveraines du quartier Albarika. Situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, le marché de Tibona s'anime à nouveau le mardi et le vendredi. On y retrouve un peu de tout. Félicité Okassé est membre du comité de gestion du marché de Tibona. Dans le marché de Tibona, il y a plusieurs marchandises. Il y a la boisson locale tchouktou, il y a la viande de porc, viande de chien. Côté divers, il y a les légumes, les yams, l'oignon, en tout cas, il y a un peu de tout. Les condiments et les transformatrices du soja aussi qui sont là. Le marché commence à 8h et finit à 19h30, les mardis et les vendredis. Nous avons choisi les mardis pour nous, les ménagères. Là, c'est le jour que les femmes viennent acheter les condiments et légumes. Mais les vendredis, là, il y a un peu de tout. Les vendredis, le marché s'anime plus que les mardis. Dans le rang des élus locaux de Tibona, une zone administrative du quartier Albarika, la réanimation de ce marché est un grand défi relevé. C'est pourquoi ils encouragent les femmes qui se sont mobilisées pour que ce lieu d'échange commercial renaisse de ses cendres. Ferdinand Hunkwe est un élu local. Notre souhait, c'est que le marché puisse prendre effectivement. Et nous sommes là aujourd'hui pour encourager celles qui ne cessent de venir dans le marché vendre, celles qui ne cessent pas aussi de venir acheter. Nous les encourageons à venir toujours et nous exhortons toutes les femmes et ceux-là aussi qui ont pris des places dans le marché et qui les ont abandonnées. Nous les prions de revenir, qu'aujourd'hui il y a déjà le calme, car nous voulons, par le marché, nous aurons le développement. Ce marché, de nouveau réanimé, souffre d'un problème crucial, celui de l'inexistence de hangars en matériaux définitifs, ce qui expose les usagers aux intempéries. Vraiment, il y a les problèmes de hangars. C'est le premier problème d'ailleurs, les problèmes de hangars dans le marché. Quand la pluie commence ici, vraiment difficilement on s'en sort. Donc si on pouvait nous venir en aide pour les hangars,
Très bien déjà. À présent, les informations sportives. René Soglo, bonjour. Daryl Ménégan, bonjour. Bonjour à tous. Éliminatoire Coupe du Monde 2022. Les écureuils affrontent la Tanzanie ce dimanche, mais ce sera sans Jodel Dossou. Il a été exclu du groupe. Tout à fait. Jodel Dossou a été écarté du groupe par le sélectionneur Michel Dussuyer pour la deuxième manche de la rencontre face à la Tanzanie ce dimanche, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et bien, en conférence de presse d'avant-match, le technicien français a expliqué tout simplement, sans aller plus en détail, que Jodel Dossou a commis une faute grave qui implique une sanction immédiate. Il a opté pour l'heure de gérer la situation à l'interne. Eh bien, le Bénin se privera donc d'un de ses cadres pour ce duel face à la Tanzanie. Et pour cette rencontre, la CAF, il faut le souligner, a autorisé la présence dans les gradés d'environ 15 000 spectateurs. L'accès au stade sera possible sur présentation du pass sanitaire et les écureuils visent une nouvelle victoire face à la Tanzanie demain à partir de 14h pour conforter leur place de leader dans le groupe J. Plusieurs affiches sont au programme ce samedi 9 octobre, entre autres sur le continent à 14h, Éthiopie, Afrique du Sud dans le groupe G. Dans cette même poule à 17h, le Ghana reçoit le Zimbabwe, Togo, Congo dans le groupe H à Lomé, même heure, et à 19h, on aura Sénégal, Namibie à Thiès dans le groupe H toujours, et puis Guinée-Bissau, Maroc, c'est dans le groupe I pour le compte de la 4e journée. Boss pour finir avec le combat de deux poids lourds cette nuit. Oui, deux stars de la boxe s'affrontent. L'ultime affrontement justement entre l'anglais Tyson Fury et l'américain Deontay Wilder aura lieu dans la nuit de ce samedi à dimanche à Las Vegas. Et c'est la ceinture WBC des poids lourds qui est en jeu. Longtemps propriété de l'américain Wilder, le britannique Fury le lui a subtilisé en février 2020 lors de leur deuxième affrontement. Il faut dire que c'est le 3e combat entre ces deux hommes. Et bien, pour une victoire déjà de Britannique, une défaite pour l'Américain, un match nul. Fury, c'est 33 ans, il reste invaincu en 31 combats, tandis que Deontay Wilder a 35 ans, à 42 victoires, un nul, une défaite. Merci René Sogo pour ces informations sportives. Je reçois ensuite Franck Ezaï Aounou pour les informations sur le continent. Bonjour Franck. Bonjour, Daryl Ménégan Fagla. On commence par la Côte d'Ivoire. Le nouveau parti de Laurent Gbagbo sera lancé les 16 et 17 octobre prochains. C'est confirmé, Daryl Ménégan Fagla. Laurent Gbagbo fondera son parti lors d'un congrès les 16 et 17 octobre prochains à Abidjan. L'ancien président fondateur du FPI dans les années 80 avait annoncé son intention en août dernier de laisser l'enveloppe vide du parti à son président reconnu légalement Pascal Affi-N'Guessan et de fonder sa propre formation politique. Le FPI, déchiré depuis 2013, la salle des congrès de l'hôtel accueillera ce que sa jauge permet, 1600 cadres et responsables triés sur le volet, mais pour que cet événement soit festif, les organisateurs ont prévu un village destiné aux militants et partisans qui sera installé à quelques centaines de
mètres de là dans le quartier de Blocos. On va finir très rapidement par le Madagascar, la récolte du clou de girofle perturbée par les spéculations. Oui, à Madagascar, la récolte et la préparation des clous de girofle pour l'exportation a commencé dans le nord-est et sud-est de l'île, région productrice de cette épice. Deuxième produit d'exportation de Madagascar après la vanille, le girofle est l'un des produits de rente qui fait entrer le plus de devises dans ce pays. Mais alors que la campagne vient de débuter et que la production de girofle est estimée à 15 000 tonnes cette année, le groupement des exportateurs de girofle et autres épices de Madagascar dénonce une prolifération des spéculations qui nuit à la filière. Merci Franck Esaïe Aounou, c'est sur ces informations hors de nos frontières que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, retenez et que le projet ACS entend le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux impacte véritablement le secteur de l'éducation à Parakou. En témoigne la réception provisoire d'un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique de Madina, un don estimé à plus de 20 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de réception tout justement du module a eu lieu ce vendredi. Et puis c'est l'une des mesures fortes prises mercredi dernier en Conseil des ministres. Après près de 4 mois de suspension, le gouvernement a réautorisé l'exploitation des produits vivriers. Pour se justifier, l'exécutif met en avant la disponibilité des produits, les premières récoltes qui viennent stabiliser la hausse du prix constatée entre-temps. Vous avez suivi l'avis donc de la vôtre économiste Jacob Afoudayabi dans ce trésor. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h avec Raoul Sébounou. C'était le journal sur Fraternité FM.